La star de Scoop parle fantasme, sobriété, et de l'attirance, hypothétique, qu'elle pourrait avoir un beau jeune homme. Il est 8 heures du matin dans la province d'Alberta, à l'ouest du Canada, lorsque je joins Gillian Anderson par Zoom. Ces jours-ci, me confie-t-elle, elle a tendance à dire un peu trop, oui, à tout. Ce mois-ci aux États-Unis et au Royaume-Uni, l'actrice sort un livre, Wand, qui réunit, comme l'explique l'actrice, des fantasmes sexy, tendres, drôles, éloquents, beaux et déchirants. Autant de témoignages écrits par des contributeurs anonymes. Elle travaille également à un espace pour se connecter à nous-mêmes et aux autres à travers le pouvoir du récit. Un site appelé Géode, prononcé Géode. Le site est encore en version bêta. Le jour de notre entretien, elle est à Calgary pour le tournage de The Abandon pour Netflix. Dans quelques heures, elle prendra l'avion pour retrouver Peter Morgan, son compagnon, à Copenhague. Elle est également à la tête d'une marque de soft drink. Depuis bien trop longtemps, l'industrie du bien-être n'a pas su trouver le point de rencontre entre plaisir du goût et bénéfices tangibles, peut-on lire sur le site web. Nous l'avons trouvé, le point d'équilibre parfait. Vous allez adorer. Parenthèse fermante. Elle élève ses enfants. En passant en revue cette vie copieusement remplie, ses yeux se voilent. Ça me rend émotive, dit-elle. Toutes ces cases. Je suis dans toutes les cases. Ce trop-plein émotionnel est peut-être toujours là, à attendre son heure sous la surface, ou peut-être est simplement le fruit du manque de sommeil. La veille, elle l'a passé à tourner de multiples prises d'une scène dans laquelle elle traverse une prairie au galop sur son palomino. Sur la photo qu'elle me montre, elle est en tenue d'époque, chapeau à large bord noir et longue robe noire, et d'imposantes montagnes violettes de déploie en arrière-plan. On a eu de l'avion, du train, de la voiture, du cheval, dit-elle à propos de cette longue journée, puis, au petit matin, un drôle d'orage sur le chemin du retour. C'était intense, et on peut comprendre qu'elle ait besoin d'un moment pour se mettre dans le bain de la discussion qui l'attend. Nous sommes là pour parler fantasmes et sexualité. Non, je suis contente. Oui. Elle marque une pause, rit, café. Tandis qu'elle se réveille, profitons-en pour parler du texte. Wand, publié par Abrams Press aux États-Unis et Bloomsbury au Royaume-Uni, s'inspire du révolutionnaire Mon jardin secret de Nancy Friday, paru en 1973. Le rôle de Jean Milbury, la charmante sexologue réfractaire à tout engagement qu'elle incarne dans la série Sex Education, a donné des idées aux éditeurs, qui ont donc proposé le projet d'un livre sexe positif à son agent. Dans ces pages, on trouve à peu près tout, de la demande en mariage d'un petit ami jusqu'au jeu sexuel avec des couches-culottes, en passant par le sexe entre meilleurs amis et le fait d'être attaché et menacé. Gillian Anderson et autres y rappellent à plusieurs reprises l'importance du consentement dans la vie réelle. La maison d'édition Bloomsbury a reçu des lettres provenant de la Colombie à la Chine, de l'Irlande à l'Islande, de la Lituanie à la Libye, de la Nouvelle-Zélande au Nigeria, de la Roumanie à la Russie. Écrit l'actrice dans son introduction, ce qui se ressent dans les témoignages publiés, même si, il faut le dire, l'essentiel émane de blancs. Des lettres de femmes pansexuelles, bisexuelles, asexuelles, aromantiques, lesbiennes, hétérosexuelles et queer. Ou encore trans et non-binaires. Comme Gillian Anderson l'écrit, aussi imparfait soit-il, le terme « femme » est utilisé tout au long de l'ouvrage. Mais selon elle, le livre s'adresse à tout le monde et elle espère qu'il fera naître des conversations, non seulement l'idée de désir dans la chambre à coucher, mais aussi sur le désir de ce que l'on veut pour soi-même dans sa vie. Si Gillian a anonymement glissé dans le livre son propre fantasme, elle écrit également avec beaucoup de franchise sous son propre nom. Pour moi, le sexe n'a jamais été quelque chose de figé, mais plutôt quelque chose qui s'adapte et évolue au fur et à mesure de ma propre évolution, de la façon dont je change à chaque nouvelle phase et chaque nouvelle étape de ma vie. Et ça passe autant par la réflexion et les sentiments que par l'action. Elle évoque les différents rôles qu'elle a joués, de Dana Scully dans The X-Files, diffusé pour la première fois en 1993, à Jean dans Sex Education, en passant par Margaret Thatcher dans The Crown.
Les femmes que j'incarne, dans le monde desquelles j'entre, ont également leur propre vie intérieure, leurs désirs et leurs fantasmes, ils sont essentiels pour comprendre ce qui les fait vibrer. Et tout ça m'a beaucoup appris sur le sexe et la sexualité. On parle de tout ça, et de bien plus encore, dans l'interview ci-dessous. Vanity Fair, dans Honte, vous abordez d'emblée l'idée qu'il y a encore beaucoup de honte liée à la sexualité, et celle des femmes en particulier. Gillian Anderson, compte tenu de la place prépondérante qu'occupe le sexe dans notre société et notre culture, je suis partie du principe que ça devrait aussi se traduire par une levée de certains tabous en termes de fantasmes ou d'inclinations sexuelles. Pour moi, le débat qui concerne la peur et la honte que nous, et en particulier les femmes, ressentons encore à évoquer ces choses, mérite d'être ouvert. Ce que nous choisissons de partager, ce que nous cachons. J'espère que ce livre permettra aussi d'ouvrir ce débat de manière profonde, en particulier chez les femmes, d'aller au cœur de ce qui fait naître la honte, la peur, la culpabilité et l'effacement de soi. Quand on parle de ces choses-là, on les affaiblit. Comprendre que d'autres ressentent la même chose peut atténuer le poids et l'intensité de ces sentiments. Récemment, j'ai lu dans Le Guardian un article de Georgina Lawton sur la solitude chez les jeunes femmes de 16 à 29 ans. Ce groupe démographique est aujourd'hui plus solitaire que celui des septuagénaires. Donc dans ce sujet, c'est tout ça qui m'intéresse, à la fois le sexe, le désir, la jalousie, le besoin, la honte, la culpabilité, la joie, la tendresse et la tristesse. Parler de tout ça de manière intime peut, je pense, être transformateur. Je suis probablement plus occupée que je ne l'ai jamais été dans ma vie. Et c'est vraiment génial. Gillian Anderson. Certaines pages sont parfois très crues, très explicites, mais entre les lignes se devine aussi une dimension sociopolitique. Je l'ai lu pendant la Convention démocrate, donc au même moment j'étais plongée dans la politique. Moi aussi, pendant que je fais la promo de ce livre, j'essaie de lire autant de choses que possible sur l'actualité du moment et tout ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on n'hésite plus à s'emparer de ces sujets. Certes, ils sont discutés depuis des décennies par les différentes vagues de féminisme, le combat pour les droits de la femme, etc. Mais dernièrement, on sent un vrai changement, qu'il s'agisse du discours de Michelle Obama, de celui de Kamala Harris, ou de celui d'AOC, elle n'hésite plus à prendre la parole sur tous ces sujets. On se soucie moins des réactions, des opinions, et en un sens des conséquences potentiellement négatives. On a l'impression d'avoir une tribune pour adresser tous les sujets. L'un des fantasmes décrits dans le livre consiste à avoir 3 vies différentes. La première serait la vraie vie, avec une relation durable, des enfants. Dans la deuxième, on traînerait avec les bad boys. Et dans la troisième, on serait avec une femme. Grâce à l'écriture, j'ai l'impression parfois de vivre, un peu, d'autres vies que la mienne. Est-ce que vous trouvez ça également dans votre métier d'actrice ? Oui, bien sûr, il y a de ça. C'est drôle parce que même, dans le livre j'ai tendance à me cacher un peu derrière mes personnages pour parler de certaines choses sans finir dans la presse à scandale. Mais je ne me suis pas encore vraiment coltinée à ça, dans quelle mesure ma vie professionnelle permet-elle d'assouvir en temps réel les désirs que j'ai dans ma tête. J'ai le sentiment que les fantasmes que j'ai dans ma tête sont très différents. Lorsque je joue, je me mets rarement dans la tête du personnage, en tout cas pas nécessairement. Parce que je sais où se trouve la caméra, je sais où se trouve le réalisateur, je me sens souvent plus comme une observatrice. Presque comme une dissociation. Mais pourtant, bien sûr, il faut qu'il y ait un peu de ça aussi. Dans cette série, The Abandon, je ne sais pas comment les choses vont se dérouler, mais mon personnage a un jeune et bel amant. Ce n'est pas encore très clair, mais est-ce que ça me permettra de cocher cette case ? Je n'en sais rien. Ce qui me frappe vraiment, c'est que dans une certaine mesure, j'ai déjà l'impression d'avoir plusieurs vies en cours, et plusieurs de mes besoins sont déjà traités et satisfaits simultanément. Déjà, j'ai la chance que le père de mes enfants, Mark Griffiths, s'occupe énormément de mes 2 plus jeunes enfants. C'est un cadeau extraordinaire. Je peux vivre mes désirs professionnels tout en partageant la garde des enfants,
et quand je suis disponible pour eux, je le suis à 150%. J'ai aussi la chance d'avoir un partenaire qui m'en laisse la liberté. Oui, bien sûr, il faut que je sois présente à ses côtés, émotionnellement, intimement et autres, mais il ne cherche pas à m'imposer quoi que ce soit, il n'est pas dans le contrôle. Je suis probablement plus occupée que je ne l'ai jamais été dans ma vie. Et c'est vraiment génial. Si je représente quelque chose, moi, une femme de 56 ans, c'est bien que tout est possible à n'importe quel âge. Lorsque les gens sont habitués à voir quelqu'un à l'écran, et se connectent avec lui, cela peut générer ce qu'on appelle un effet parasocial. Comment parvenez-vous à fixer des limites? J'ai beaucoup apprécié les conversations que j'ai eues avec des journalistes, essentiellement des femmes journalistes d'ailleurs à propos de ce livre. Par défaut, je me cache, je reste tapie dans une pièce sombre. Mais depuis que je joue Jean, ma relation avec les journalistes a changé. Ça s'explique en partie par le fait qu'un grand nombre des rôles que j'ai joués auparavant étaient ceux de femmes qui masquaient leur vulnérabilité, les défis personnels auxquels elles étaient confrontées et leurs échecs, si l'on peut dire. Jean, elle, ne cache rien. La façon dont les journalistes me parlent aujourd'hui est très souvent basée sur la compréhension ou l'appréciation de ce personnage. Avant elle, je devais paraître assez effrayante. Jusqu'ici mes relations avec les journalistes étaient plutôt fermées, pour diverses raisons, ma célébrité précoce peut-être ou autre. C'est facile pour moi d'avoir ces conversations à travers le prisme de ces personnages, parce que c'est en fin de compte par eux que les gens, je vais dire les femmes, en particulier, me connaissent, me voient et passent du temps avec moi. Bien sûr, c'est moi qui joue ces femmes, mais ce sont leurs histoires, que ce soit Stella, Scully, ou Jean, ou qui que ce soit d'autre, que les femmes admirent, leur courage qui les inspire. Parler de ce que les femmes voient en particulier dans ces personnages m'intéresse aussi beaucoup. Je suis plus à l'aise, et plus intéressée, par ces conversations. Car, encore une fois, je ne suis qu'une actrice. Une partie de mon travail consiste à faire comme si j'étais dans ces fantasmes, dans ces rôles. Je suis ces autres personnes. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde a en lui la capacité de faire comme s'il était courageux, comme s'il avait une voix, comme s'il méritait d'être entendu. Je suis en train de comprendre ça au fur et à mesure de ces échanges, et ça passionne, ça me donne de l'énergie, ça me tient à cœur. En même temps, dans un mois, je veux redevenir une simple actrice. Certaines grandes stars masculines qui sont gays savent que s'ils font leur coming out, leur carrière est menacée. Gillian Anderson. Scully est devenue un sex symbol inattendu. C'était votre premier rôle important. Ça vous a fait quel effet? J'avais 24 ans quand j'ai accepté le rôle, 25 ans, quelques mois après, au début du tournage. J'avais menti en prétendant avoir 27 ans lors de l'audition. Dire que j'étais novice est un euphémisme. Et naïve, vraiment, vraiment naïve sur ce métier, sur ce dans quoi je mettais les pieds. Je ne savais même pas que les séries avaient des saisons et que celles que je regardais quand j'étais petite étaient des rediffusions. Je n'avais pas conscience de tout ça. Je ne savais pas que, potentiellement, ça pourrait être ma vie pendant un bon bout de temps. Alors, quand soudain je me suis retrouvée plongée dans ce monde, je prenais les choses au jour le jour. J'avais un enfant en bas âge, j'avais des répliques à apprendre, je passais des heures à poireauter. Quelques années plus tard, on m'a demandé de participer à une interview pour la femme la plus sexy du monde de FHM. C'était hallucinant pour moi. Mais j'ai toujours aimé travailler avec des photographes. Cette expérience, c'était de voir ce qu'on pouvait créer ensemble, et d'être pour la première fois au centre des débats. Jusqu'ici je faisais des couvertures de programmes télé avec David Duchovny. Dans la peau de Scully, le sujet c'était cette relation, notre relation de travail, notre relation d'acteur. Là, il ne s'agissait que de moi. À ce moment-là, c'était important pour moi, d'avoir cette occasion de lâcher mes tailleurs en polyester pour faire un truc cool et funky. Le seul moment qui m'a un peu refroidi, mais que j'ai fait, c'est quand on a fait des photos sur un lit en soutien-gorge. Après les avoir vues, je me suis dit que c'était une erreur et que je ne voulais plus faire ça. Et donc, après ça, cela ne s'est pas reproduit. Je n'ai alors travaillé qu'avec des photographes qui m'intéressaient, que ce soit David Lachapelle ou Marc Seliger, c'était plus.
J'allais dire deux murs, mais pas vraiment, c'était plus artistique, avant-gardiste, décalé. Rétrospectivement, je me rends compte que ce que je me cherchais un peu, je testais la relation que j'entretenais avec mon image publique. Je n'avais pas d'attaché de presse. Je n'ai jamais eu d'attaché de presse pendant toute la durée des X-Files, il n'y avait que l'attaché de presse de la Fox et mon manager. Je crois que c'est quand j'étais à Cannes, après la série, que Kelly Bush, Novak, a pris un ascenseur avec moi et m'a dit que j'avais besoin d'une attachée de presse. J'ai répondu. Ah oui? Elle m'a expliqué que si j'en avais une, toute cette histoire aurait pu être très différente. J'ai répondu. D'accord, tu veux être mon attachée de presse? Vous avez parlé publiquement de vos relations avec des femmes, et vous travaillez dans une industrie qui, historiquement, n'a pas toujours été tendre avec la sexualité de ses stars. Avez-vous constaté une évolution dans ce domaine au fil du temps? Avez-vous l'impression qu'il y a encore du travail à faire? Il est certain qu'il y a encore du travail à faire, même si c'est beaucoup plus facile pour les femmes. J'ai l'impression que les femmes peuvent être lesbiennes, queer, ou autres sans que cela pose problème. Pour certaines grandes stars masculines qui sont gays, c'est plus compliqué, elles savent que s'ils font leur coming out, leur carrière est menacée. C'est un choix très difficile, douloureux et complexe à faire, qui devient le sujet numéro 1 de toutes les conversations que vous aurez à partir de ce moment-là. La réponse est donc oui et non. Vous avez lancé G-Spot l'année dernière. Je suis curieuse de savoir à quel niveau la sobriété vous a aidé dans votre carrière. Si je n'avais pas fait ce choix très tôt dans ma vie, je ne pense pas que j'aurais été capable de gérer les succès, les hauts et les bas de ma carrière. Ça a été un choix déterminant pour ma survie. Mais en lançant cette boisson, l'idée n'était pas de créer quelque chose de non alcoolisé. Ce que je voulais avant tout, c'était trouver quelque chose à boire pour me débarrasser de la mauvaise habitude que j'ai de boire beaucoup de coca. Ce n'était pas rien d'arrêter de boire 5 coca par jour. Hier, certains buvaient du coca glacé sur leurs chevaux, j'étais trop jalouse. Bref, c'est le fils de mon compagnon, Robin Morgan, qui m'en a fait la suggestion, il est mon cofondateur. Alors ok, je dis peut-être oui à trop de choses, mais j'ai vraiment apprécié cette aventure, et les gens adorent ça. C'est vraiment très bon, on se lance aux États-Unis, en commençant par New York, dans le courant du mois de septembre. Ce livre est une manière de me mettre au service des femmes. Gillian Anderson. Il semble que vous soyez dans une période de quête du plaisir sous toutes ses formes. Où trouvez-vous votre plaisir en ce moment? Dans beaucoup d'endroits. Hier, j'ai pris conscience du fait que j'étais au bord de ces magnifiques montagnes, ici à Calgary, avec des chevaux, une super équipe et des gens charmants, et je me suis sentie vraiment reconnaissante et heureuse. Et je me sens stimulée par l'esprit d'entreprise. J'ai l'impression que c'est un aspect de moi que j'ai laissé en sourdine depuis trop longtemps. Avant que YouTube n'existe, j'essayais de mettre en place une plateforme permettant aux acteurs du monde entier d'envoyer leurs auditions. Des choses comme ça, qui n'ont jamais vu le jour. Mes enfants m'apportent aussi beaucoup de joie. Le temps passé avec eux compte vraiment, vraiment beaucoup pour moi. Je me sens très chanceuse d'en profiter, je sais que c'est éphémère. Aujourd'hui, en ce moment même, je ressens beaucoup de joie, et je déteste le dire, mais je ressens aussi de la gratitude. On a connu pire. Oui, mais c'est tellement important pour moi de dire que je me sens incroyablement chanceuse. Dans ma vie, l'activisme et le travail caritatif ont toujours été présents. Ce livre et cette conversation s'inscrivent dans ce cadre, c'est une manière de me mettre au service des femmes. Ce livre appartient à toutes les femmes qui y ont contribué, mais aussi à toutes celles qui le lisent et qui se sentent reconnues, entendues et affectées par lui. Parfois, en tant qu'actrice, vous donnez des interviews sur un travail ou un autre et vous pouvez être fier ou non du travail que vous avez accompli. Mais vous n'êtes pas particulièrement fier du film auquel vous participez, ou vous avez simplement l'impression de dire des bêtises et d'essayer de vendre quelque chose en quoi vous ne croyez pas. Mais pour moi, avec ce projet, tout ce dont nous parlons a beaucoup de sens pour moi. Vous disiez apprendre de vos personnages. Qu'apprenez-vous de Constance Van Ness,
que vous incarnez dans The Abandon? Je ne suis pas encore sûre d'avoir bien compris. C'est la première vraie méchante que je joue. C'est très amusant, je m'amuse, c'est ce que je retiens. Parfois, c'est le regard du public qui va révéler ce que je peux retirer d'un rôle. Pour l'heure, c'est surtout des grands espaces, des animaux, j'essaie de profiter de l'instant présent. Quand vous galopiez hier, ressentiez-vous un peu d'inquiétude, ou seulement de la joie? C'est un peu comme avec les cascades que j'ai faites dans le passé, et c'est un peu comme ça que j'aborde la vie, je crois. Je me lance. Je me lance et je réfléchis plus tard. Je saute dans le vide et Dieu merci, les gens sont là pour me rattraper. Sans les autres, j'aurais un petit problème. C'est d'ailleurs arrivé récemment, je devais sauter par une fenêtre dans The Great, je me suis jetée, mais je me suis loupée, j'ai oublié de m'accrocher à un bidule. J'ai fini suspendu au rebord de la fenêtre. Tout s'est bien terminé heureusement. C'est super, en fait je peux faire confiance au cheval, au dresseur, j'ai la chance de pouvoir faire ça dans ces conditions, dans ce paysage incroyable. J'essaie vraiment de me laisser aller et d'en profiter, sans laisser la peur se mettre sur mon chemin, ni nulle part ailleurs. On a dû enchaîner les prises à cause de la caméra, de la grue et tout ça, nous étions sur cette toute petite crête couverte d'herbe, et j'ai simplement fait confiance. J'ai confiance dans le fait que tout va bien se passer. Cet entretien a été édité et condensé pour plus de clarté.